Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. J'ai oublié d'éteindre la musique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la matinale des Ops. On est mardi matin, il y a eu un petit faux départ, mais c'est pas grave. Merci beaucoup Arnaud, Mathieu, Doudou, ça me fait très plaisir que vous soyez là, Didier également. Merci d'être là de bon matin avec moi, d'autant que je n'ai rien préparé, je reviens de voyage. Vous voyez, mon matériel n'était même pas bien branché, voilà. Donc, écoutez, on va faire comme on peut. Il y a quand même des choses intéressantes à vous montrer. Donc voilà, merci. On fait comme si c'était rien passé. Salut Doudou d'ailleurs, je n'ai pas oublié que je dois te rappeler, je suis désolé, mais le mois de juin a été un peu compliqué. Alors, on est là comme d'habitude pour parler de l'actu du no-code, évidemment, plus spécifiquement des outils d'Ops, et aussi de parler d'IA. Même si je dois dire que s'il y a une nouveauté sur l'IA, c'est la nouvelle version de Midjourney. Je ne sais pas si vous l'avez testée, mais elle est absolument incroyable. Donc on va en parler un petit peu, on fera un petit focus dessus. Vous savez, j'aime beaucoup Midjourney. Et en plus, bah voilà, maintenant l'IA, on fait même des petites formations dessus, un petit peu autour en tout cas de ces sujets, de la productivité chez Contournement. Donc voilà, on pourra en reparler. Alors, eh bien, on va commencer tout de suite avec, comme d'habitude, un petit peu de veille. On va aller regarder le temps de se réveiller un petit peu. Du côté de chez Product Hunt. Hop, fenêtre. Et il y a la sortie de NC Scale. Effectivement, c'est vrai que NC Scale, c'est quelque chose de très très intéressant. Merci Arnaud de me le remettre, parce que ça fait un moment que j'ai pas resuivi ce qu'ils faisaient. Donc on ira regarder un petit peu où ils en sont, nos amis de NC Scale. Et puis, attendez, oui, bon, c'est pas grave, vous voyez mon écran, c'est pas grave, hop, je me le mets à la fin et on ira retourner voir, puisque j'ai vu qu'ils avaient sorti quelque chose autour de la documentation. On en parlera un petit peu. Alors j'ai pas du tout testé, ça fait un moment que j'ai pas regardé du côté d'NC Scale, mais voilà, d'ailleurs à l'occasion peut-être que je pourrais même inviter Benoît pour en parler, ça pourrait être intéressant. Je l'avais interviewé dans mon podcast, mais c'était il y a un moment, et c'est vrai que ils sont en train de dérouler leur roadmap, et c'est vraiment super intéressant. Donc, écoutez, on va en reparler un petit peu plus tard. Passons un petit peu sur Product Hunt pour voir un petit peu, pour s'échauffer, pour rentrer dans notre matinale en douceur. Voilà, on est donc toujours un peu sur les news du lundi. Voilà, 9 heures de décalage horaire, je le précise à chaque fois. Alors, MindOS crée des agents autonomes pour vos tâches professionnelles. Tiens, ça nous intéresse. La notion d'agent est vraiment très intéressante. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ça, hein. L'idée des agents autonomes, donc c'est quelque part un petit peu une sous-branche, une nouveauté sur ces questions d'IA générative. C'est l'idée d'utiliser des IA génératives, mais qu'elles soient autonomes, c'est-à-dire qu'elles exécutent des tâches de manière autonome et en succession. Donc, par exemple, une première tâche, ça serait de dire quel est le plan, quelles sont les différentes choses à faire, et ensuite que tout seul, les agents aillent utiliser l'IA pour faire ces tâches. C'est assez intéressant, d'ailleurs, dans notre cahier de vacances Contournement, on a montré un petit peu le plugin AI Agent. D'ailleurs, petite dédicace à Lionel qui l'avait montré sur LinkedIn, c'est comme ça que je l'ai découvert. Et donc voilà, et donc ça permet de faire ça un peu à l'intérieur de ChatGPT. Mais bon, c'est quand même une version assez un petit peu réduite, mais ça permet de tester ce concept, et je trouve ça assez intéressant. Donc il y a un peu la référence, c'est AutoGPT. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. AutoGPT, il y a 50 sites qui sortent, mais
Voilà, ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors c'est du code, hein, il faut l'exécuter en ligne de commande et tout, mais il y a vraiment cette notion de faire en cascade des actions. Attends, je sais plus, ils ont leur site quelque part là. Mais vous pouvez aller voir. Mais donc voilà, alors revenons quand même un peu sur ce qu'on a vu sur Producton. Donc là, MindOS, ça serait pour faire ça. Ils nous ont fait une petite vidéo. Attends, on va couper le son. Euh, alors, c'est marrant, ça a l'air de marcher. Ah oui, ils mettent carrément les données dedans. Parce qu'en fait, c'est un peu ça le principe des agents. C'est globalement, on lui donne un objectif. Et lui, ensuite, il va essayer d'accomplir cet objectif en tout d'abord allant chercher les tâches qui sont nécessaires à accomplir ces objectifs, puis ensuite en allant chercher les données. Puis ensuite, donc, il va lire les données, et à partir de ces données, il va faire une cascade. Par exemple, un exemple qui est assez commun, c'est faire une étude de marché. On lui dit, faites une étude de marché, je veux faire par exemple des baskets, c'est l'exemple que j'avais pris. Et donc lui, il va aller voir, bah, ok, donc pour faire une étude de marché, il faut faire ça, ça, ça et ça. Et puis ensuite, il va déclencher ses actions successivement. Donc voilà, bon là ils ont l'air d'avoir mis carrément un avatar et tout, donc ça franchement c'est un peu inutile. Ça peut servir par exemple aussi à planifier un voyage. Donc voilà, donc quelles sont les étapes pour planifier un voyage? Il faut un billet, il faut un hébergement, il faut des sites touristiques. Et donc l'IA va aller comme ça donner les informations. Ah oui, on peut carrément faire des workflows. Ok. Bon, ça a l'air assez poussé ce truc-là. MindOS. Pourquoi pas, hein, parce que franchement, AutoGPT, ça a l'air quand même assez compliqué à utiliser. Là, il y a l'air d'avoir un petit peu ça. Alors, ça me fait penser aussi un petit peu à Flowise que je dois aussi investiguer un jour ou l'autre. J'espère que j'aurai le temps un petit peu de cet été. Mais c'est l'idée de faire des chaînes d'actions. Il y a aussi un langage de programmation qui s'appelle LangChain, dont on parle beaucoup aussi. Donc, un petit peu autour de l'IA. Donc, cette idée de pas juste envoyer une demande à GPT-4 par exemple et avoir une réponse, mais dire que voilà, à partir de cette demande, on va extraire des données, les enrichir, refaire une demande peut-être, faire ce genre de choses. Donc c'est là où ça, je trouve que c'est les usages qui commencent à devenir intéressants un petit peu autour de l'IA. Bon, il faut regarder peut-être ce MindOS, je vais le mettre de côté parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Hop, on va se le noter dans un coin. Et si c'est intéressant, je vous le mets d'ailleurs dans le chat hein, aussi. Hop. Et si vous trouvez quelque chose qui a l'air intéressant là-dedans, eh bien, on en reparlera. Alors, attendez. Hop. J'ai ma souris qui commence en plus à me jouer des tours, donc là ça va devenir compliqué. Ok, allez on continue. Une API pour ajouter des dizaines d'intégrations, bon ça on s'en fout. Alors StoryCity, créer et vendez des walkable adventures in your city. Alors moi j'aime bien tout ce qui est voyage, visite guidée, etc. Donc voilà, et donc j'aime bien aussi le fait qu'il n'y a pas le mot no code, il n'y a pas le mot IA, il n'y a pas le mot... donc pourquoi pas. Ça peut être sympa de créer effectivement des visites guidées de votre ville. Hop, on regarde ça rapidement. Genre, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai l'impression que c'est fait avec Bubble, d'ailleurs. Donc, à voir, il faudrait vérifier, mais j'ai l'impression que ça me fait penser à du Bubble. Euh, Ce qui serait d'ailleurs tout à fait adapté. Ok, bon, il n'y a pas un résultat là de ces. Oui, donc ensuite, ça fait des applis. Bon, ça me paraît pas hyper innovant, mais pourquoi pas? Ils ont eu pas mal de notes. On peut même vendre après ces balades dans notre ville, pourquoi pas? Ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est le contenu, quoi. C'est toujours pareil. Donc là, c'est un outil qui permet de créer ce type de contenu. Pourquoi pas, si elle arrive, enfin je dis elle parce que je suppose que c'est cette personne qui a lancé ça, si elle arrive à mobiliser une communauté qui va créer plein de trucs, pourquoi pas, hein, franchement. Et alors ça, c'est marrant, c'est un truc. Hop, attendez, je reviens là-dessus.
Bon, ça n'a pas vraiment de rapport avec le no-code ni rien, même si je suppose que ça a été fait sans coder, euh, que le mode... ah, putain, le mode spoiler, donc pour aller faire des balades, mais à des endroits où vous n'êtes pas. Ça, pendant le Covid, d'ailleurs, oui, tiens, elle a mis pandémique, ou alors si vous êtes en house arrest, ça veut dire si vous êtes en résidence surveillée, ou je sais plus comment on dit en truc, enfin, si vous êtes bloqué à domicile, enfin voilà, pour purger votre peine de prison, vous pouvez vous balader à travers le monde, à travers des balades. Ça, c'est pas mal, ça aurait été, ça pourrait être intéressant. Allez, je vous le mets parce que ça m'a l'air sympathique. Et en plus, comme ça, vous pourrez confirmer si c'est du bubble ou pas. Parce que j'ai pas Wapalizer d'installer. Salut à toi, Muriel. Voilà, quand on parle de bubble, il y a toujours un bubbleur ou une bubbleuse qui apparaît. D'ailleurs, je fais une petite digression, mais vous vous souvenez, je vous ai parlé d'un outil qui s'appelle AudioPen, que je trouve vraiment absolument remarquable. Et d'ailleurs, je suis pas le seul parce que sur Twitter, il y a beaucoup, beaucoup de buzz autour de cet outil AudioPen. Euh, eh bien, c'est un outil qui est fait avec Bubble. Et je dois dire que c'est la première fois que je me rends pas forcément compte que quelque chose est fait avec Bubble, parce que je trouve que l'appli est extrêmement responsive, pas dans le sens... enfin, elle répond très vite, quoi. C'est-à-dire que moi, je trouve que d'habitude, on remarque que c'est du Bubble quand bon, on voit que les boutons, il y a toujours un petit lag, un petit truc comme ça. Alors peut-être c'est vraiment des préjugés que j'ai sur Bubble, mais en tout cas, voilà, AudioPen, je vous le remets parce que c'est un outil que je trouve fabuleux. C'est un outil qui permet de faire des transcriptions vocales et des résumés de mémos vocaux. Donc c'est vraiment les mémos vocaux du futur, quoi. Et tout fait avec Bubble. Et vraiment, je trouve que c'est remarquablement bien exécuté. Je trouve que c'est vraiment... Enfin, moi, j'adore cet outil. Et d'ailleurs, il a eu un article dans TechCrunch. C'est un mec solo qui fait ça. Donc là encore, on doit souligner la puissance de Bubble et la puissance du no-code en général, mais permettre à une personne en solo de faire un produit comme ça, je trouve ça remarquable. Et il a même été félicité par Emmanuel, voilà, le cofondateur de Bubble. Donc je trouve ça assez cool. Voilà, et c'est un mec qui est en Inde, c'est un Indien, il est indien, donc c'est pas qu'il est en Inde, c'est un Indien. Et c'est marrant parce qu'il a un nom à consonance plutôt portugaise. Et il y a eu un tweet il y a pas longtemps, il expliquait, c'est très sympa de le suivre sur Twitter, d'ailleurs c'est vraiment un super exemple de side project et tout. Et voilà, d'ailleurs vous pouvez aller chercher Luis Pereira, et voilà, et donc qui est indien. J'en perds ma voix. Attendez, alors, hop, on arrête ça, parce que ça sert à rien. Il va m'uploader ce que je viens de vous raconter, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Le seul petit truc où on voit que c'est du bubble, c'est la petite barre en haut là, de chargement. Voilà, on comprend quand même que c'est un peu du bubble, mais voilà, je pense que c'est aussi, lui, il a peut-être bien fait. Voilà, Muriel nous dit que les nouvelles versions de Bubble sont folles. Bah écoutez, tant mieux, ça me fait très plaisir de voir que cet outil progresse parce que je le dis souvent, même si je ne suis pas un bubbler, je trouve que j'ai énormément de respect pour les deux cofondateurs parce que je pense que c'est des gens qui sont vraiment visionnaires d'avoir eu l'idée de Bubble déjà au début des années 2010, voilà, en 2011-2012, d'avoir commencé à travailler dessus, d'avoir travaillé pendant des années à deux pour pousser leurs produits, pousser leur vision. Eh bien, je trouve que c'est mérité qu'ils aient un très beau produit. Ah, on continue. Alors là, on a quelque chose d'assez technique qui est proposé par quelqu'un de la communauté. D'ailleurs, je vais lui mettre un petit upvote parce que je connais très bien ce projet qui s'appelle Luna Park. Alors Luna Park, c'est un projet qui est fait par un membre de la communauté qui s'appelle Hugo, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, Hugo Attal. N'hésitez pas à aller lui mettre un petit upvote. Il a une vision, je trouve, très intéressante. Après, la manière dont il la développe est pas forcément évidente à suivre. Mais en gros, Luna Park, c'est un outil de programmation visuelle. Mais alors là, quand on dit programmation visuelle, c'est vraiment de la programmation visuelle. Effectivement, comme dit Arnaud, Hugo avait fait une démo déjà donc, il y a presque un an au No Code Summit de l'année dernière. Il travaillait dessus depuis déjà plusieurs mois tout seul. Il m'avait fait une petite démo pas longtemps avant le Summit. Et c'est un truc qui est assez remarquable. Alors là, en fait, ce qu'il a poussé dans Luna Park, c'est les challenges. Il a fait... On va aller voir, hein, je vais vous montrer un petit peu. Déjà, j'adore son branding. Je trouve que pour un mec qui est très bon techniquement, alors là, j'ai beaucoup de préjugés dans ce que je vais dire,
Mais donc Hugo, c'est quand même quelqu'un qui m'a l'air assez brillant techniquement, puisqu'il développe seul un truc, vous allez voir, qui est assez incroyable. Mais en plus, ce qui est très rare, je trouve, pour un bon développeur, c'est qu'en plus, il a une patte visuelle aussi assez intéressante. Il a trouvé un branding un peu sympa autour du parc d'attractions. Tout est un petit peu. En plus, c'est vraiment le parc d'attractions à l'américaine, avec le diner, le pier. C'est vraiment comme le Santa Monica Pier. Vous savez, ces jetés qui avancent sur la mer avec un petit restaurant au bout, une petite voilà, Ferris wheel, tout ça. Bon, c'est tout en anglais, hein, mais voilà, moi j'aime beaucoup l'univers. Voilà, d'ailleurs, on peut même arrêter les effets. Ça, je trouve ça c'est vraiment les petits. Et alors, Luna Park, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un outil que vous allez pouvoir installer. C'est une librairie que vous allez pouvoir installer. Donc là, c'est la partie assez technique. C'est pour embed dans vos outils. Donc je sais pas, Arnaud, si d'ailleurs c'est quelque chose que vous pouvez imaginer d'embed dans votre outil. Mais voilà, mais donc et ça ressemble à ça. Et donc c'est vraiment, bah, c'est de la, enfin, si vous me connaissez un peu et que vous suivez un petit peu ce que je fais, même ma présentation au Web Today par exemple, dont le replay arrive très bientôt d'ailleurs, je le précise au passage. Vous savez que moi j'adore la programmation visuelle et là je trouve que c'est vraiment de la programmation visuelle. Alors c'est un petit peu technique, hein, c'est un paradigme moins abstrait que des choses comme on peut voir dans Glide par exemple. Mais voilà, vous avez un if, le then, le else, qui vont faire le branchement, donc c'est de la programmation plutôt nodale, comme on dit. Vous avez différents nœuds et vous avez des actions, et franchement, c'est juste fou, quoi. Enfin, et donc voilà, et quand on fait lecture, ici, vous voyez, ça se déplace. Il y a un prompt, donc ça c'est un prompt, c'est une commande JavaScript, hein. Le prompt c'est une fonction JavaScript, à ne pas confondre évidemment avec les prompts IA. Là c'est voilà, quel âge avez-vous? Donc je vais dire que j'ai 20 ans. OK, et donc là, vous voyez, ça passe dans le if. La condition, c'est que ça soit plus petit que 21. Donc je ne suis pas plus petit que 21, donc je passe dans le else, donc ça me fait sorry young boy. Alors bon, il a supposé que j'étais un garçon, ce n'est pas très inclusif de sa part, mais ce n'est pas grave. En l'occurrence, il ne s'est pas trompé, mais si une femme testait ou quelqu'un non-binaire testait, bon, peut-être moins content d'avoir un sorry young boy. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment remarquable, j'étais hyper impressionné, je suis ce qu'il fait depuis un moment. Donc c'est, comme dit Mathieu, effectivement, c'est exactement du JavaScript, mais littéralement, c'est vraiment du JavaScript, mais on programme de manière visuelle. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que donc c'est du JavaScript plutôt front, mais aussi back d'ailleurs, c'est pas, je dis ça, mais en fait je lui avais dit la dernière fois, elle m'avait dit non, ça peut être back ou front. C'est donc visual scripting, et en fait ce que vous pouvez faire, là on le voit pas, mais c'est qu'en fait on peut ensuite extraire le code. Bon, il faudrait que je me connecte et tout, donc je vais pas. Je vous mets le lien, allez jouer avec, franchement, c'est absolument fabuleux. Euh, oui, bah écoute, Mathieu, fais-toi plaisir, franchement. Euh, et donc le code, vous allez pouvoir le récupérer et vous pouvez l'héberger quelque part et l'embed. C'est très pratique, moi je pense, en tout cas ma vision, mais il m'a dit que ça allait plus loin, mais moi j'ai trouvé ça très intéressant, par exemple pour les gens qui font du Webflow. Webflow, tous les Webflowers, tôt ou tard, copie-collent du code JavaScript pour cacher un bouton, faire un machin, une interaction, un truc comme ça. Ils copie-collent des choses qu'ils trouvent sur Stack Overflow. Bah là, en programmation visuelle, ils peuvent faire ce dont ils ont besoin. Ils génèrent le code, ils font un petit embed dans leur Webflow, et voilà, ça fait des trucs vraiment génial, quoi. Donc moi, je vous invite vraiment à regarder ça. Alors, allez regarder, parce que je ne sais pas exactement où il en est, parce qu'en fait, il y a Luna Park d'un côté, donc qui est plutôt pour embed à l'intérieur de quelque chose, donc mais il y a aussi une autre version qui s'appelle Roller Coaster, je crois. Alors, je ne sais plus où c'est. Il en a parlé sur LinkedIn. Après, n'hésitez pas à le contacter, hein, Hugo Attal sur LinkedIn. Mais il y a donc Roller Coaster, qui est peut-être plus la version qu'en fait j'ai décrite. Parce que Luna Park, en fait, c'est plus quelque chose d'embed. Plutôt pour si vous créez un outil no-code, vous pouvez utiliser ça à l'intérieur de votre outil. Mais allez faire les challenges. Franchement, c'est une introduction, puis il y a plusieurs exercices.
Franchement, c'est vraiment super. Et je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Peut-être pour utiliser avec Software aussi. Je sais que toi, Mathieu, tu utilises pas mal Software. Je pense qu'il peut y avoir ces usages parce que dans Software, malheureusement, les actions front-end sont très très basiques. Donc il peut y avoir un usage là-dedans. Pour Bubble, je suis pas sûr que ça soit pertinent puisque Bubble est quand même très puissant en front-end, back-end. Enfin, donc pourquoi pas. Mais voilà. Donc allez voir. On pourra en reparler. Euh, et puis voilà, je me souviens plus où est Roller Coaster, donc je ne sais pas trop où le retrouver. Ah voilà, Roller Coaster. En fait, il est en train de créer tout un écosystème. Hop, voilà, vous pouvez aller voir. Et en fait, Roller Coaster, c'est plutôt. Alors, Roller Coaster, c'est peut-être un peu plus une notion un peu aussi un peu à la Zapier ou puisque ouais, voilà, c'est ça. Roller Coaster, en fait, c'est une abstraction d'un petit peu plus haut niveau. Puisqu'il y a toute la programmation, les ifs et tout, mais il y a aussi des actions de plus haut niveau telles que Airtable par exemple. Donc voilà. Et c'est là où, sur Roller Coaster, il faut voir, parce que là, on va plus sur le domaine de Make, de N8N et tout. Est-ce que c'est aussi pertinent Je ne sais pas. À voir. Euh, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup le paradigme visuel. On est, pour moi, globalement, là, on est sur du N8N, mais plus poussé, quoi. Enfin, on est encore bien plus loin. Vous voyez, par exemple, ici, la manipulation de données, par exemple, un tableau, array, ou spread pour éclater un objet, je pense que c'est ça, récupérer une condition. Enfin, voilà, vous voyez, c'est quand même assez... Là, on est sur des trucs aussi où c'est clair que vous n'allez pas le prendre en main comme ça en un claquement de doigts, quoi. Je veux dire, c'est normal, c'est un truc où il faut un peu s'y former, quoi. Donc, voilà. Donc, bah écoutez, voilà, n'hésitez pas à aller mettre un petit vote à Hugo. Très rapidement, bon, il est 8h30, surtout avec le faux départ. Déjà, j'ai commencé en retard, j'ai fait un faux départ. Voilà, c'est la totale aujourd'hui. Workout pour les gens qui veulent faire de la muscu. Unlimited All-in-One File Converter. Alors, je vais aller voir ça. J'ai une petite question. Ça, c'est, alors, je vous pose une question directe à vous qui me regardez. Vous êtes quelques-uns en plus, donc ça fait plaisir. Merci. Est-ce que vous utilisez ce genre d'outils? C'est-à-dire, est-ce que quand vous avez un PNG à convertir en JPEG ou un PDF que vous voulez convertir en JPEG ou un MP3 que vous voulez convertir en Wave, est-ce que vous utilisez ce genre d'outils? Euh, je pose cette question parce qu'il n'y a pas très longtemps, on a eu un débat où on se disait enfin, j'avais évoqué l'idée d'envoyer à ChatGPT des documents, par exemple, que j'aurais scanné et les envoyer à ChatGPT pour en extraire des mots-clés, pour faire un résumé du document. Et donc, il y avait des gens dans le chat qui m'avaient dit: ah ben non, mais il faut surtout pas faire ça, c'est hyper dangereux, on sait pas, on connaît pas ChatGPT et tout, quoi. Et franchement, enfin, je veux dire, je trouve que c'était une remarque tout à fait légitime, mais moi, très honnêtement, ce genre de site, moi, en fait, je l'utilise jamais, enfin, parce que je suis un peu parano, et en fait, juste, j'ai aucune idée de ce qu'ils font de mes données, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc que, enfin, ça fait des années. Alors déjà, bon, moi, j'ai un adblock, mais donc là, sur Ghostery, déjà, on voit. Bon, il n'y a pas tant que ça de trucs, il n'y a pas trop de trucs dégueulasses. Il y a bon, un AdSense. Bon, après, c'est légitime, ils ont le droit de faire de la pub. Bon, bah, si c'est gratuit, il y a un moment, il y a toujours. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Bon, c'est hyper banal de dire ça. Mais voilà. Alors, franchement, je trouve que d'ailleurs, il est assez bien fait. Moi, déjà, de base, j'utilise pas ces trucs-là souvent parce que ça, je trouve ça insupportable. Il y a des pubs dans tous les sens, c'est dégueulasse et tout. Mais la vraie raison pour laquelle j'utilise jamais ces trucs-là, c'est parce qu'en fait, je sais pas ce qu'ils font de mes données, quoi. C'est-à-dire que si là, j'envoie une vidéo, j'envoie une vidéo de formation, bah, je sais pas ce qu'ils en font, quoi. Donc voilà. Et petit bonus que j'ajoute là-dessus, alors moi je suis un peu parano, hein, c'est pas du tout un jugement pour dire si vous utilisez ou pas, vous faites bien ou pas, hein, franchement c'est à vous de voir. Ça dépend aussi de l'enjeu de vos données, mais moi je sais que souvent il y a des gens qui utilisent par exemple convertir des PDF en Word ou des trucs comme ça, avec des documents hyper précieux. Donc moi je pense qu'il faut être un petit peu, se poser la question en tout cas. Mais voilà, d'autant
qu'il y a un truc que j'aimerais évoquer. J'ai fait donc une formation dans notre cahier de vacances, désolé, hein, c'est pas pour faire la pub de notre cahier de vacances, mais en fait, si vous utilisez, enfin, en fait, dans tous les ordis, que vous soyez sur Mac, sur PC ou sur Linux, vous avez ce qu'on appelle la ligne de commande. La ligne de commande, il y a quelques développeurs, Didier, ça va lui parler, je pense, il y a quelques développeurs là qui regardent. Et en fait, en ligne de commande, vous pouvez faire toutes ces actions-là, globalement, vous pouvez les faire avec les bons outils. Alors moi, je suis sur Linux, donc c'est spécialement facile, mais je vais vous montrer un petit exemple. Là, je vous fais un petit cadeau, je vous montre, comme on est entre nous, je vous montre un petit truc de notre cahier de vacances, comme ça, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, même si on sera très content que vous l'achetiez. Mais donc, imaginons, alors attendez, je vais prendre un exemple ici. Donc par exemple, admettons qu'on va convertir, qu'est-ce qu'on veut convertir? Je sais pas, un MP3 en Wave, par exemple. Je sais pas si vous avez... donc moi, je lui dis, alors je fais en anglais, hein, I'm using Ubuntu. How can I convert Wave MP3 file to Wave? Donc vous faites ça, et en fait, il va vous proposer d'installer FFmpeg. FFmpeg, de toute façon, c'est un logiciel qui existe depuis des années, qui est un logiciel qui s'utilise en ligne de commande, que vous allez installer, et franchement, c'est le couteau suisse multimédia. Vous pouvez tout faire avec, moi j'utilise énormément. Et donc en fait, vous allez copier ça dans votre ligne de commande, et il va vous faire le truc tout seul. Alors évidemment, juste, il vous le dit, hein, il vous explique, il faut aller dans le dossier où vous avez vos fichiers, par exemple le dossier download, et ensuite, si vous avez votre fichier qui s'appelle MP3, et bien voilà, et comme ça, vous faites tout ça sur votre ordi, en local, et il n'y a pas de problème. Et effectivement, merci Arnaud. Là, si vous avez FFmpeg, LibreOffice, ImageMagick, vous êtes tout couvert. Normalement, déjà, avec ça, vous pouvez faire, à mon avis, 90%, peut-être même 100% de tout ce qu'il y a là, quoi. Franchement, c'est vraiment... Et tout ça en ligne de commande. Et en plus, surtout, eh bien, ce que vous allez pouvoir faire, que je trouve incroyable, c'est que vous allez pouvoir faire ça en lot, en fait. Si vous avez 20 fichiers MP3, si vous avez 20 fichiers MP3 que vous utilisez ça, vous allez faire 20 fois l'upload, etc. Enfin, je veux dire, bon, ça prend un moment. Là, vous le faites en une ligne de commande. Vous lui dites, vous pouvez le faire sur tout un dossier, il vous le dit, quoi. Donc franchement, ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc voilà, c'est un petit cadeau. On en a plein d'autres dans notre cahier de vacances, donc ça, c'est cadeau. Voilà, vous pouvez aller voir ça. Vraiment, mais en tout cas, voilà. Faites attention à ce genre de choses, apprenez à utiliser votre ordi, je pense que c'est très intéressant. Et oui, effectivement, hein, comme disait Arnaud, hein, en plus c'est des choses, là je vous ai fait un exemple hyper basique, mais si ChatGPT, tu lui demandes les paramètres pour compresser avec tel taux, tel échantillonnage et tout, il te fait tout, il n'y a aucun problème, hein, franchement. Donc soit tu lis la doc, comme dit Arnaud, soit tu utilises ton assistant préféré qui est ChatGPT, quoi. Ou un autre, hein, utilisez celui que vous voulez acheter. Et merci Muriel d'ailleurs qui a acheté notre cahier de vacances, effectivement ça fait très plaisir, donc tu auras une vidéo complète sur ce sujet-là avec d'autres exemples et tout. Et effectivement, comme dit Virtual Code, bienvenue à toi, vous pouvez aussi en faisant ça faire votre propre site de conversion, vous pouvez y mettre aussi plein de pubs, ou alors ne pas faire de pub, ou même vous engager à dire que vous détruisez toutes les données et tout, quoi. Bon, c'était une super longue aparté, excusez-moi pour ça, mais j'avais envie d'en parler. Bon, alors, un AI Website Builder, on va pas les regarder. On va arrêter tout de suite avec Product Hunt. Je pense que c'est très bien pour aujourd'hui. Hop, Luna Park, vous allez voir. Et on va passer à notre petite veille sur les outils no-code. Alors, au niveau de Airtable, a priori, rien de nouveau, donc on continue. Si vous avez vu des choses, n'hésitez pas à me le signaler. Alors les progress bars, c'est bon. What is low code, je ne l'ai pas lu encore, donc on va se lire ça plus tard, mais ça m'intéressait d'avoir un petit peu la définition du low code par Airtable. Du côté de nos amis de Zapier, il n'y a pas grand-chose de nouveau, on en a déjà parlé. Donc on va continuer. Salut Céline. On continue. WhatsApp chez Notion, toujours rien. Donc il y a vraiment eu rien. Ils n'ont rien posté sur leur blog sur le mois de juin en entier. Ce qui est quand même assez rare, puisque là on voit quand même mai, avril, mars, février. Normalement, janvier, ils n'avaient rien posté non plus. Bon, voilà, c'est pas très régulier.
C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui se passe chez nos amis de Make? Forcément, ça m'interpelle quand je vois ici du code formaté. Alors, le Apps Platform, alors ça c'est pour le développement, je suppose, des custom apps. Ok. Alors je lisais un petit peu, à chaque fois je m'amuse à lire parce que j'ai été tellement éberlué par un des changelogs ici qui avait plein de blagues qu'à chaque fois je regarde dans l'espoir de voir s'il va y avoir des nouvelles blagues ou pas. Et c'est marrant parce que vraiment je pense que ça doit pas toujours être les mêmes gens qui écrivent les changelogs de Make parce qu'ils sont écrits souvent avec des tons très différents. Alors peut-être qu'ils utilisent de l'IA d'ailleurs pour le faire, parce que celui-là est écrit sur un ton assez informel, avec des let's double check that, un peu sur un ton parlé un petit peu marrant, alors que des fois c'est assez sérieux. Ou alors des fois il y avait carrément des blagues qu'on a été obligé d'utiliser ChatGPT pour les comprendre. Donc voilà, donc c'est un petit peu différent. Et bah écoutez, très bien, donc rien de spécifique chez Make. Chez nos amis d'N8N, pas grand chose non plus. Ok, il y a une mise à jour quand même assez majeure apparemment puisqu'on ne peut pas rollback, c'est-à-dire que si on fait cette mise à jour d'N8N, on ne peut pas revenir en arrière parce qu'il y a des changements dans la base de données, donc ça c'est bon à savoir. Et bah écoutez, très intéressant, donc on va pouvoir passer, donc c'est passé, on allait très vite sur les outils no-code. Si vous avez vu passer des choses, n'hésitez pas à me le dire. Et puis sinon, je vais vous montrer deux dernières choses. Donc on va parler un petit peu de Blobber, qui est un outil de gestion d'API qui est assez intéressant. Et puis on va parler peut-être un petit peu de NC Scale, mais bon, NC Scale, il faudra que je creuse le sujet quand même parce que j'ai pas beaucoup suivi. Ah tiens, c'est intéressant. Non, si quand même, non, on va pas passer à côté de ça quand même. La version 1.0 de N8N sort bientôt. Alors c'est marrant parce que actuellement la version de N8N c'est la version 0.235.0. Alors ça c'est une nomenclature vraiment de développeurs, donc avec les mises à jour majeures, mineures et le patch, si je dis pas de bêtises, le numéro de patch, enfin donc voilà. Et donc il prévoit la version 1.0. Est-ce qu'on peut avoir une preview de la version 1.0? Donc on pourra mettre du Python dans N8N, alors que jusqu'ici c'était que du JS, c'est intéressant. Ils vont forcer à utiliser PostgreSQL, ok, bon bref, ouais, il n'y a pas de choses très, très intéressantes, mais voilà, bref. Et salut Maurice. Et bah écoutez, bon bah très bien sur N8N, on attend avec impatience la version 1.0. Peut-être ça nous mettra le petit coup de boost qu'il faut pour vraiment m'y mettre vraiment. Alors, laissez-moi vous parler très rapidement de Blobber. Blobber, c'est un outil qui vous permet de monétiser principalement des API, on va dire. C'est un résumé un petit peu succinct et un petit peu... mais en gros, ça permet, si vous avez des API, d'ajouter en fait un intermédiaire entre votre API et des développeurs potentiels ou des usagers potentiels de cette API. Alors c'est un outil qui est un petit peu technique, ça correspond à un use case assez précis. C'est fait par des Français, je ne sais plus si je l'ai dit. Voilà, que j'ai eu l'occasion d'interviewer d'ailleurs dans mon podcast. Je vous mettrai peut-être le lien après si vous voulez écouter, bien comprendre leur vision et tout. Je vous le montre parce qu'ils ont sorti une fonctionnalité autour de l'IA, autour de ChatGPT plus précisément, que j'ai trouvé vraiment très intéressante. Mais, donc juste pour bien comprendre ce que c'est, dans un contexte no-code, on peut imaginer utiliser Blobber. Donc Blobber, il n'y a pas besoin du tout d'utiliser de code. Hein. C'est pour vraiment, ça vous permet de créer des portails d'API, mais sans vous-même coder l'API. L'idée, c'est que vous avez l'API quelque part, peut-être dans un outil que vous avez développé vous, peut-être que vous avez une base de données que vous voulez monnayer, que vous avez à vos dispositions. Blobber vous permet de faire ça, c'est-à-dire ajouter une surcouche qui va contrôler, par exemple, des ratios, qui va vous permettre de générer des clés par utilisateur, qui va éventuellement vous permettre de facturer les utilisateurs. Enfin, ça permet de faire plein de choses par rapport à ça. Ça permet aussi de faire de la documentation. Donc, c'est vraiment un outil très intéressant.
Mais vous le voyez ici, peut-être si vous avez regardé un petit peu par rapport à moi, par rapport à l'écran, ici, Turn any API into a ChatGPT plugin. Et ça, forcément, donc quand Alexandre m'a envoyé ça sur LinkedIn, ça a attiré mon attention. Et donc, ils ont fait une vidéo qui est remarquablement courte, donc je vais vous la montrer en entier, qui montre, et ça m'a permis, il faut que je creuse un peu le sujet, mais je voulais vous le montrer dès maintenant, pour qu'on en parle un peu, mais ça permet de comprendre un petit peu comment fonctionnent les plugins de ChatGPT. Un peu en comprenant comment fonctionne Blobber, mais on va en parler. Et merci Mathieu du coup de nous partager cet exemple. Je suis très content de voir qu'il y a des gens qui utilisent Blobber parce que moi j'avoue que j'en ai pas de use case, même si ça pourrait venir. Mais par contre je trouve que c'est vraiment un outil remarquable. C'est un outil qui est... Moi j'aime bien ce genre de projet et de produit qui est très spécifique, qui est très bien exécuté, qui est très... et qui rend un service dont vous pouvez avoir, enfin pour les gens qui en ont besoin, ça rend un énorme service. Parce que si vous devez implémenter, admettons, juste pour que vous compreniez bien le truc, imaginons, moi je suis développeur, ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie de faire des API. Si je devais en plus implémenter la facturation, le contrôle de ratio, aussi le thralling, comme on dit, c'est-à-dire le fait que mon API ne puisse pas être attaqué plus qu'un certain nombre de fois par minute, quoi. Enfin, ce genre de choses, attaquer, appeler, quoi, dans le jargon. Bah, franchement, le fait de déléguer ça à un outil SaaS, franchement, c'est hyper intéressant, quoi. Mais passons sur le sujet vraiment précis que je voulais vous montrer, donc comment faire en sorte que n'importe quelle API puisse parler avec ChatGPT. Donc grâce à Blobber. Je vous montre la vidéo, je ne vais pas mettre le son, je vais peut-être essayer de commenter. Je vous laisse les sous-titres en dessous. Attendez, on va faire ça bien. Comme ça vous allez voir. Donc en gros, alors ça part du principe quand même que vous avez... Attendez, hop, oh, ma souris déconne. Donc ça part du principe, alors désolé si vous n'êtes pas hyper familier avec les API, ça va peut-être vous être un peu compliqué, mais donc a priori si vous avez une API, vous avez à votre disposition un fichier JSON qui est la définition de votre API, quoi. Voilà, il y a différents outils qui permettent de faire ça. Et donc en fait, donc, si vous avez ce fichier à disposition, eh bien voilà, vous allez l'importer dans Blobber. Ça, c'est ce que vous allez faire de toute façon dans tous les cas dans Blobber, en dehors du concept de ChatGPT. Et donc ce qui est intéressant, c'est que dans leur exemple, ils utilisent Typeform. Donc c'est quand même un outil no-code, donc quand même comme ça a un lien avec un petit peu notre sujet. Donc ils vont charger ce fichier JSON qui décrit l'API de Typeform. On continue, et donc là vous allez voir, il va avoir toute la liste de tous les endpoints qui sont disponibles. Et donc là il va créer un nouveau produit. Donc désolé, ça va un peu vite, je vais pas pouvoir faire pause sur tout. Salut Lorraine. Et donc voilà, il va créer un nouveau produit qui va être Typeform Retrieve Forms. Donc en gros, pour vous expliquer, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut que dans ChatGPT, il puisse récupérer les réponses à un de ces typeforms. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser le endpoint forms responses, donc auquel si vous lui donnez, donc ça c'est l'API de Typeform, ça n'a rien à voir avec Blobber, si vous lui donnez l'identifiant d'un formulaire, il va vous donner les réponses à ce formulaire. Donc vous voyez, il sélectionne ça, tout simplement. Il sélectionne aussi le endpoint pour les réponses. Là, il paramètre. Donc ça, vous voyez des fonctionnalités de Blobber, hein, globalement. Encore une fois, là, vous voyez, vous pouvez décider si votre API que vous allez mettre à disposition est gratuite, etc. Mais là, c'est pas vraiment le contexte. Donc, et donc ici, là, vous allez, comme vous avez indiqué que c'est un plugin ChatGPT que vous avez fait, ici, il vous donne une URL qui est propre à votre plugin. Donc ça, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que c'est en fait une API qui va elle-même se connecter à une API, mais donc en fait c'est ce qu'on pourrait appeler un proxy, c'est-à-dire ça se met entre les deux. Et donc vous allez voir, et donc ça c'est une fonctionnalité que je ne connaissais pas du tout, c'est qu'en réalité, peut-être que vous le saviez, hein, moi j'avoue je ne le savais pas, vous pouvez charger un plugin non officiel dans ChatGPT très facilement. Donc regardez comment il fait, il va dans plugin, et ici il va develop your own plugin. Et donc là il va mettre une URL, tout simplement l'URL que Blobber lui a donné, mais vous pourriez faire ça avec votre propre API, votre propre truc. Le truc que Blobber vous fait, c'est qu'il fait correspondre votre API à ce qu'attend ChatGPT, puisque ChatGPT, il attend un format particulier. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant.
Et donc, ça vous évite d'avoir à lire la documentation et tout, puisqu'il va faire ce travail pour vous. Et donc, en fait, ça, c'est grâce à un manifeste que Blobber génère sur la base de vous, votre documentation d'API. Et donc, ce manifeste, il est formaté. Vous pouvez aller voir dans la documentation de ChatGPT. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'il l'a bien retrouvé. Donc, vous lui dites installer. Là, il vous dit attention, ce plugin n'a pas été vérifié. C'est normal, puisque là, c'est vraiment vous le chargez, c'est vous qui l'avez créé. Et ensuite, là, vous allez donner un token HTTP qui va correspondre à l'API du coup de Blobber. Et donc ça, c'est vous le retrouvez dans Blobber. Si vous l'avez fait vous, voilà, c'est donc ça c'est la clé qui permet de se connecter. Et puis là, vous voyez, donc il met un message. Et donc là, c'est là où ça devient très intéressant. Donc, a priori, alors c'est là où pour moi c'est pas forcément hyper clair, mais je suppose que comme vous avez chargé le plugin, il trouve le mot survey, peut-être que dans le après, c'est dans le manifeste où il y a un truc. Il comprend qu'il va devoir utiliser le plugin. Ça, c'est pareil. Les plugins, on a fait une vidéo, plusieurs vidéos même là-dessus dans notre cahier de vacances. Donc, je ne vais pas tout vous expliquer, mais en gros, c'est suivant le contexte, ChatGPT va savoir s'il doit appeler des plugins ou pas, quoi. Et donc là, il va utiliser ça, il va se connecter. Il va comprendre tout seul dans le texte que l'ID de l'identifiant de votre questionnaire Typeform, c'est celui-là. Il va aller récupérer les informations. Et c'est là où ça commence à devenir magique, c'est que il récupère, grâce à l'API, grâce à ce que vous lui avez mis à disposition, il récupère les informations dans Typeform, et là, il va les traiter, parce que n'oubliez pas que vous lui avez posé une question. Donne-moi le feeling général des réponses à mon formulaire. Et en plus, il précise « without giving any name » pour pas faire une fuite de données. Et voilà, et donc il a récupéré les informations, il les a traitées, et là il vous donne des opérations. Franchement, moi je trouve ça incroyable, quoi. Donc en gros, là, avec ce que vous voyez, c'est que vous allez très facilement pouvoir, de ce que j'en comprends, si vous avez une API qui expose des données à vous, que vous pourriez potentiellement vouloir utiliser dans le contexte de ChatGPT, et grâce à Blobber, vous pourrez le faire assez facilement. Peut-être sans Blobber, vous pourrez le faire aussi. Mais vous voyez, la vidéo, elle dure 1 minute 38, quoi. Donc là, on a vu toutes les manips. Alors peut-être que ça marche bien parce que l'API de Typeform marche bien avec ça, mais voilà, moi j'ai trouvé ça assez génial. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas, donc comme je disais, à les contacter si ça vous intéresse, si vous avez des use cases. Il s'agit de Alexandre Hervaux sur LinkedIn. Vous trouverez ça de toute façon sur LinkedIn. Je vais vous mettre au passage, hop, radio contournement, Blobber, j'espère que ça va me le trouver direct. Voilà, hop. Bon, je vais vous mettre le lien quand même. Attends, c'est l'épisode 62. Blobber, j'aurais dû faire ça directement en fait. Voilà. Donc n'hésitez pas à l'écouter, c'était vraiment super intéressant. Voilà, comme ça vous avez aussi ici le lien pour contacter Alexandre. N'hésitez pas si ça vous a intéressé. Moi, je vais creuser ça clairement. Et si je trouve un peu un use case ou quoi, je vous le partagerai. Écoutez, on commence à arriver sur la fin. Je pense que je vais garder NC-Scale pour la prochaine fois, comme ça je vais essayer de regarder un petit peu. Ah oui, parce qu'on avait dit en plus qu'on allait aller regarder Midjourney. Donc NC-Scale, je vais le garder pour la prochaine fois. Voilà, parce que NC-Scale, c'est pas un outil dont il faut parler à moitié. Donc on va en parler la prochaine fois. Hop, je me le note, comme ça je n'oublie pas. Et à la place, on va aller regarder quand même, pour rigoler un petit peu, pour terminer, on va aller regarder un petit peu Midjourney. C'est quand même sympa. Hop. Il y a un live ce midi avec NC-Scale, nous dit Martial. Écoutez, alors encore mieux, n'hésitez pas à aller voir. Hop, attendez, je vais regarder ça. Alors ce midi, c'est un live de Julien Mottet sur Airtable, mais peut-être qu'il a invité Benoît. Ça serait très bien. Et salut à toi Sam, écoute, tu n'arrives pas trop tard, tu arrives au bon moment, suivant. De toute façon, il y a toujours le replay, évidemment. Alors, on va partager l'écran, parce que très franchement, quand même, dans Midjourney, j'ai trouvé qu'il y avait des choses vraiment assez géniales. Vous voyez mon Midjourney, là ?
Alors vous découvrez quelques illustrations que j'ai mis dans notre cahier de vacances. Voilà, j'ai fait un petit délire autour du lapin blanc et tout, donc bon bah ça vous pourrez aller voir. Ah, il y a un live sur LinkedIn, bah écoutez, n'hésitez pas à aller voir aussi. Et donc, alors franchement, la nouvelle version de Midjourney, le truc que j'ai trouvé assez génial. Alors je sais pas si vous avez un petit exemple, quelque chose que vous voudriez qu'on génère. Euh, j'ai pas d'idée, là je suis pas très bien réveillé encore, mais en fait il y a quelque chose que j'ai trouvé. Alors attends, on va partir d'un nouveau prompt quand même. On va partir d'un nouveau prompt. Bon attends, on va mettre un truc voilà comme dans Cyberpunk White Rabbit. Voilà, donc ensuite on spécifie la version 5.2. Alors déjà le truc c'est que ça gère plus de ratios. Ça gère en fait tous les ratios. Euh, donc par exemple 16, 10. Voilà, vous pouvez mettre donc un format un peu carré ou 16 huitièmes par exemple. En fait, il me semble, si je dis pas de bêtises, maintenant que ça gère n'importe quel ratio que vous allez mettre, alors qu'avant on était limité à une liste. Donc là, si je mets 16 huitièmes, ça va mettre faire quelque chose d'assez panorama. Euh, et donc vous allez voir en fait que dans les boutons d'action et tout, il y a pas mal de choses nouvelles qui sont assez cool quoi. Donc déjà, ce que j'aime bien, c'est que donc les quatre propositions sont toujours très différentes. Donc ça, c'était déjà le cas. Je sens qu'il va être un peu chelou ce lapin blanc, mais c'est pas grave. Euh, hop, on va attendre. Et donc en fait, il y a plein d'actions qui sont vraiment hyper bien faites. Voilà, vous voyez les boutons, mais on va les tester. C'est quand même plus rigolo en les testant. Alors c'est pas plus rapide qu'avant, c'est pas moins rapide qu'avant. Là-dessus, il n'y a pas de différence. Euh, mais voilà, merci Sam pour l'univers. Euh, hop, bon allez, vas-y, dépêche-toi un petit peu parce que sinon. Donc moi déjà le truc des ratios, je trouve ça vraiment génial de pouvoir mettre n'importe quel ratio. Ça c'était peut-être possible depuis la version d'avant, mais vous voyez, des fois on est dans des contextes où on a besoin d'images vraiment très panorama ou alors d'images très portrait. Donc là on peut quoi. Donc on n'est plus obligé du tout d'avoir des images carrées quoi. Et donc là, vous voyez qu'elles sont assez différentes. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le paramètre chaos, j'avoue, je ne l'utilise pas beaucoup. Mais donc voilà, donc là on a quatre propositions, donc qui sont déjà pas mal différentes. Mais surtout ce que j'aime beaucoup maintenant, donc là, pour ceux qui ne connaissent pas Midjourney, première ligne, ça vous permet d'avoir l'image en haute résolution. La deuxième ligne vous permet d'avoir des variantes sur l'image. Et donc avant, les variantes, elles étaient toutes très proches. Et maintenant, si je veux faire une variante de la deuxième image, ici, je fais V2, et ben vous allez voir que les variantes sont très très différentes. Elles restent dans un même contexte et ça, franchement, c'est vachement bien quoi. Alors, je vais faire aussi une grande image en même temps. Donc, je vais agrandir par exemple la numéro 1. Donc, le U, c'est pour upscale. Donc, ça vous met l'image en grand écran. Ça va très vite maintenant. Et donc là, ce qui est absolument génial, donc c'est vous pouvez faire des variations très fortes ou subtiles. Alors ça, je sais même pas ce que c'est flèches d'ailleurs. Si, c'est pour générer sur le côté, je pense. Mais alors, ce qui est génial ici, c'est les zoom out. Alors ça, franchement, je trouve ça fabuleux, quoi. Vraiment, je suis bluffé. Alors, c'était possible dans d'autres outils apparemment, mais alors le zoom out, vous allez voir, vous n'allez pas en revenir. Donc, imaginez que vous avez une image, et ça marche sur des images aussi que vous pourriez charger, hein. Mais donc là, on a cette image, mais vous voyez, il manque les oreilles du lapin. Peut-être j'ai envie d'avoir plus de son contexte. Eh bien, je peux faire, hop, zoom out, et en fait, ça va garder le même ratio. Donc ça, c'est un truc qui est intéressant, c'est que là, pour l'instant, je garde le même ratio, mais je peux changer aussi le ratio de l'image. Alors là, attention, ça, c'est les variantes. Donc vous voyez, les variantes, elles sont, souvenez-vous, hein, c'était une variante de celui-là. Ce que j'aime bien maintenant, c'est que les variantes, bah, déjà, il y en a certaines qui l'a retourné. Il y en a, elles sont quand même assez différentes, alors qu'avant, c'était à peu près la même image, un petit peu changée, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Alors les flèches, on va tester une flèche, on va appuyer là-dessus, on va voir ce que ça fait. Je suppose que ça va développer l'image sur le côté. Ou alors peut-être que ça va décentrer le... On va voir. En tout cas, donc là, vous voyez le zoom out. Le zoom out, franchement, c'est une dinguerie, hein, moi je trouve. Alors ça prend un peu de temps, mais le zoom out, c'est vraiment... Alors ça dépend hein, des contextes, hein, mais souvent ça fait des trucs fous, quoi.
Bon, alors, ça met un peu de temps, hein, par contre. Ah, voilà. Ah, alors, la flèche, oui, ça fait un pan. Donc, en fait, ça décale l'image. Ça, c'est assez rigolo d'ailleurs. Bon, là, dans ce contexte-là, j'étais tellement zoomé déjà que ça fait un truc dégueulasse. Mais en gros, ça vous décale l'image et ça vous donne du contexte sur le côté où vous avez. Oh, franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Là, le Make Square aussi, je trouve que c'est assez intéressant. Si vous vous êtes foiré sur le ratio, vous pouvez aussi revenir à une image carrée. Et après, à partir de l'image carrée, vous pouvez dézoomer, quoi. Donc là, on est sur de la manipulation d'image, moi, que je trouve assez fascinante, quoi. Bon, le zoom out, il met du temps. Alors peut-être que je l'ai un peu chargé aussi. Là, je vais demander plein de trucs en même temps. J'ai un peu abusé, peut-être. Euh, donc ça, c'est le pan. Donc il a décalé. Et puis donc, il vous fait toujours des propositions. Vous voyez, hein, là, il y en a un, il y a un espèce de turbine qui s'est mis. Franchement, le décalage sur le côté est assez fou, quoi. L'image carrée, donc il coupe sur les côtés et il vous rajoute du contexte en haut et en bas. Donc notamment, il finit les oreilles du lapin. Ouais, non, franchement, moi je suis bluffé de Midjourney. Je pense que vraiment l'abonnement à l'année que j'ai pris cet hiver était vraiment un des meilleurs investissements que j'ai fait. Le cadeau de Noël que je me suis fait était vraiment bien, bien vu. Bon, alors, le zoom out là est très très long, hein, mais bon, vous avez compris l'idée. On peut faire des zoom out de différentes tailles de zoom ou même un custom zoom, et donc en fait au passage changer de ratio potentiellement. Donc voilà, bon écoutez, je vous ai montré, voilà, là on est passé en carré, donc il a fait du contexte en dessous et en dessous, au-dessus et en dessous. Il a enfin fini le zoom out. Voilà, alors comme mon image était enfin... Alors d'ailleurs, là mon image de base était très 16 neuvième, enfin celle-là, enfin 16 huitième du coup. Le zoom out a agrandi quand même un peu le ratio, si je dis pas de bêtises. Bon, bref. Écoutez, vous avez compris. Merci beaucoup d'avoir été là. Voilà, il est 9 heures, il est quand même temps de reprendre une activité normale. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Twitch de No Code France parce qu'il y a plein de gens qui streament. Je ne suis pas du tout le seul. Il y a notre ami Julien Mottet qui stream à midi, enfin à 13 heures, donc sur la chaîne Twitch. Sur LinkedIn, apparemment, vous pouvez découvrir NC-Scale. J'aurai le plaisir d'être à nouveau en live demain avec Pierre qui me fait le plaisir de m'inviter pour son émission No Code Talks, qui sera le dernier de la saison. Donc on clôture ensemble sa saison, donc je suis très content. Si vous êtes à Paris, eh bien évidemment, n'hésitez pas à venir. Ce soir, il y a un meet-up Bubble, donc vous pouvez vous rejoindre. Il y a une célébration de la victoire de Thibaut et de nos amis de Flusk autour à la Bubble conférence là. Et puis demain soir, le Meetup No Code France, où on aura le plaisir de découvrir Sam. Enfin, nous, on a eu l'occasion de se rencontrer à Nantes, mais la communauté, j'ai vu, t'attend impatiemment. Voilà, je sais pas, Doudou, si tu seras là, je sais pas. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, merci Sam d'avoir partagé le lien du Meetup. Si vous êtes à Paris, on espère vous rencontrer avec grand plaisir. Ça sera à Digital Village à partir de 19 heures. Il y aura des petites présentations aussi à 19h30, comme d'habitude. Donc voilà, ça va être très chouette. Et puis, bah écoutez, moi je vous dis une bonne journée et à la semaine prochaine, enfin mercredi, midi et soir pour ceux qui pourront avoir l'occasion de se voir plein de fois, et à la semaine prochaine sinon. Ah oui, non, attendez, alors, pardon, j'ai même encore un live cette semaine, décidément, c'est la semaine des lives, puisque avec la guilde open source, on fait un live vendredi qu'on n'a pas encore beaucoup annoncé. Voilà, d'ailleurs, je devais t'envoyer un message, Sam, pour annoncer ça. Mais c'est pas grave, voilà, ça va être un petit live à la bonne franquette, le premier live de la guilde open source. On essaie de relancer un petit peu cette guilde. Donc pour parler de source, enfin d'open source, de choses comme ça. Donc voilà, ça sera vendredi à 13 heures. Soyez là, ça va être très intéressant. Et Shop de Luxe, pour te répondre, est-ce que ça va parler de Glide? En fait, les meet-up No Code France, c'est vraiment des meet-up assez informels. Il y aura des petites présentations, mais les petites présentations, elles sont très courtes. Et on ne sait jamais vraiment ce qu'il va y avoir, puisque tout le monde peut proposer de faire une petite présentation. Donc des fois, il y a des outils qui sont présentés, des fois, il y a des choses qui sont réalisées avec des outils. Par contre, c'est sûr que dans les gens qui seront là, il y a des gliders et des glideuses. Alors, il n'y aura pas notre ami Stan, évidemment, un expert glide, qui est là d'habitude, mais qui ne sera pas là cette semaine. Donc voilà, mais il y aura probablement des gens avec qui parler de glide. Ça, c'est probable. Je ne sais pas s'il y aura une présentation dessus, mais il y a très peu de présentations dans les Meetup No Code France. On essaie de faire des choses. C'est plus l'occasion de se rencontrer et voilà, de faire des choses de manière un petit peu informelle.
Voilà, merci beaucoup et bonne journée à toutes et à tous. Et on va terminer avec le petit générique comme d'habitude.